ravie de vous retrouver en présence de Charlie. Bonjour. Charlie qui est la créatrice du salon Sibylle. Donc Charlie, tu vas nous expliquer quel est le concept de ton salon et pourquoi Sibylle. Alors le concept du salon, c'est un salon de thé et tatouage couplé. Donc un salon de tatouage bienveillant avec une vraie écoute et une vraie approche très personnelle. Et un salon de thé avec une éthique forte, notamment au niveau des produits proposés, qui sont toujours bio et au maximum produits ou transformés localement. Tu as souligné le fait que tu souhaitais être présentée comme créatrice et non entrepreneur. Est-ce que tu peux nous expliquer pour toi quelle est la différence et souligner ce détail? C'est vrai que pour moi, le côté création, c'est la base et le cœur de mon projet. Ouais. Et le côté entreprise et, on va dire, business, ça va être plutôt ce qui va le soutenir et le permettre de vivre. Et c'est pas là le cœur de ce qui m'anime en fait. Ce qui m'anime, c'est pas de voir les chiffres à la fin du mois, mais c'est plutôt les rencontres, la création, ce qui va se passer au niveau créatif, artistique et humain ici. Et c'est pour ça que je préfère parler de création plutôt que d'entrepreneuriat. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours, d'où tu viens et comment cette idée t'est venue? Moi je viens de Toulouse, j'ai passé toute ma vie jusqu'à mes 20 ans. Je suis partie après à Paris pendant 1 an. Où j'ai travaillé un petit peu dans la cosmétique d'ailleurs, ce qui n'a rien à voir. Mon parcours a été quand même un petit peu... Ça fait plein d'études en fait. Oui. Alors plein en termes d'années, j'ai un bac+5 comme beaucoup, mais c'est vrai que j'ai changé beaucoup pour toujours être un peu stimulée, pour faire des choses qui m'intéressaient toujours. Donc j'ai fait des langues étrangères appliquées, j'ai fait de l'événementiel, du web marketing, de la communication digitale, du management. Voilà, donc j'ai changé presque d'école tous les ans. Pour vraiment me constituer cette petite boîte à outils avec plein de compétences qui me serviraient plus tard, parce que je savais quand même depuis assez jeune que j'avais un esprit assez indépendant, donc je pensais bien que je montrais mon entreprise un jour. Et tout te sert en fait aujourd'hui, que ce soit du digital, du management, du marketing, de la com, c'est un peu la base aussi en termes d'outils pour ton salon. Oui, c'est vrai qu'il faut être très multi casquette. Le salon ici, j'ai réussi à le faire décoller rapidement grâce au web, clairement. Ouais. Ça fait combien de temps là le salon? Ça fait 2 ans. Ouais, donc c'est vrai que ça c'est la communication digitale, c'est vrai que c'est un outil indispensable. On peut faire le meilleur travail du monde s'il n'y a personne pour le voir et pour le recevoir, en fait ça tombera dans le vide. Et du coup c'est vrai que ça m'a beaucoup servi, l'événementiel pour organiser des journées, des événements. J'avais fait quelque chose pour le premier anniversaire de Sibylle à l'iBot à Bordeaux. Donc c'est vrai qu'il y a l'aspect événementiel qui rentre en jeu, la communication digitale, le management évidemment, puisque je suis manager ici des artistes. Combien d'artistes en fait tu accueilles? Alors en général on a 3 personnes en résidence, donc du coup qui sont là plus ou moins en permanence. Et on a aussi des artistes guests, donc les guests viennent de France ou de l'étranger pour passer quelques jours jusqu'à 1 semaine chez nous pour tatouer d'autres personnes. En fait, c'est quelque chose qui se fait beaucoup dans le tatouage, ça permet à tout le monde de bouger un petit peu, de se rencontrer, de proposer différents styles créatifs. Ouais, donc c'est vrai que c'est intéressant pour les rencontres. Tu m'expliquais que toi-même, étant tatouée, on en reparlera, tu retrouvais pas dans les salons un esprit qui te rassurait et en fait c'est ce que tu as voulu créer. Tu peux un peu nous expliquer? Dans mes expériences personnelles avant la création de ce projet, c'est vrai que souvent j'avais été assez mal à l'aise dans les salons, que ce soit parce qu'il faut toujours avoir l'air cool ou t'oses pas forcément parler de ton projet. En tant que client, il faut avoir l'air cool. C'est quelque chose que j'ai ressenti moi personnellement en tant que tatouée, et en parlant autour de moi c'est un ressenti assez partagé. C'est vrai que parfois on a un peu peur d'aller présenter un projet et tout ça, parce qu'on se dit ça va pas être cool, ça va être trop bateau, et du coup moi ça c'est vrai que ça me gênait parce qu'on confie quelque chose quand même de très intime, et j'avais envie de proposer quelque chose de différent où les personnes soient sûres d'avoir une écoute, de se sentir bien, de se sentir en sécurité, d'avoir une approche aussi qui soit pas trop abrupte en fait. C'est-à-dire que par exemple on rentre dans un salon de tatouage, même si on se sent pas bien, on a une personne, on a un comptoir, du coup on va être obligé quand même de parler du projet. C'est vrai que là ici, si les personnes rentrent et ont envie juste de dire je me pose boire un thé et si ça se passe bien je parlais de mon projet, ça peut se faire, et ça se fait en fait assez souvent. Les personnes me parlent, elles ont leur petit thé, me disent au fait j'avais un petit projet de tatouage, et là voilà, donc on a une façon un peu on va dire d'aborder ça tout en douceur, et on est aussi beaucoup dans le conseil. Du coup nous on est dans ce travail d'accompagnement en amont, et ensuite les personnes peuvent aussi poser un rendez-vous de consultation avec les artistes
Donc ce qui est bien, c'est que nous, on les a aidés pour avancer un petit peu en amont sur leur projet. Et elles peuvent avoir un projet un petit peu plus précis, un petit peu plus travaillé quand elles rencontrent l'artiste. Tout ce travail de pédagogie en fait que nous on fait, c'est vrai que les artistes souvent n'ont plus forcément la patience de le faire parce qu'ils le font beaucoup. Et en fait nous c'est notre boulot quoi. Et donc du coup nous ça ne pose pas de problème d'avoir cette pédagogie en amont. Et du coup quand les artistes arrivent, c'est vrai que le projet a déjà été un peu plus mûri. Est-ce qu'en termes de design, est-ce que vous êtes marqué? Est-ce qu'il y a une typologie, une empreinte spécifique? Alors ça dépend vraiment des artistes qui sont en résidence ici. Moi, ce que je recherche dans les artistes que je fais venir ici, alors c'est déjà d'être en ligne au niveau éthique et donc d'avoir vraiment une vraie approche par rapport à la clientèle, d'avoir une vraie envie de cet échange et de ce partage et d'avoir un vrai lien, une connexion avec l'éthique qu'il y a ici. Ensuite, je cherche aussi des personnes qui ont une patte artistique marqué. On va pas forcément prendre tous les projets. Si quelqu'un arrive, nous demande un dos complet dans un style traditionnel japonais, on fera pas. Parce qu'on n'a pas d'artiste. Peut-être que dans un an, on aura une personne qui sera spécialisée là-dedans. Voilà. Donc chaque artiste a sa patte, et ça dépend vraiment, ça varie selon les artistes que j'accueille à un moment M en fait dans le salon. Aujourd'hui, comment tu trouves les artistes? Est-ce qu'ils viennent vers toi ou est-ce que c'est toi qui vas prospecter, chercher? En général, les artistes viennent, alors surtout les guests, j'ai beaucoup de demandes. Et pour les résidents, effectivement, j'avais posté une annonce par exemple il n'y a pas longtemps quand des personnes avaient voulu justement quitter le shop parce que c'est vrai que les artistes sont assez mobiles et bougent quand même assez souvent. C'est ça aussi l'avantage du tatouage, c'est de pouvoir être très indépendant. Du coup, j'avais posté une annonce et donc là, j'avais des personnes qui m'avaient contacté. Après, c'est vrai que moi, je privilégie les artistes qui sont plus issus de minorités, donc ça va être les artistes femmes, les personnes LGBT, les artistes racisés, queer, etc. qui pour moi ont peut-être plus de difficultés à trouver une plateforme d'expression safe et bienveillante. Le mot safe, on l'utilise un peu dans les milieux un petit peu politisés pour parler d'endroits où on fait attention en fait à l'autre personne, ce qui veut pas dire que tout est toujours parfait, mais en tout cas on fait vraiment attention les uns aux autres. Et voilà, donc ici on va privilégier quand même ces artistes-là qui ont peut-être moins de facilité à trouver des endroits où s'exprimer en sécurité. Tu ne tatoues pas, en revanche tu es tatouée, je crois que tu en as pas mal. Est-ce que tu peux alors soit nous en montrer et nous expliquer le choix, parce que j'imagine que chaque tatouage a une histoire et est chargé de quelque chose, d'émotion et de décision. Donc est-ce que tu peux nous donner un exemple? Je vais faire ce qui est le plus accessible, on va être je vais faire simple parce que je ne vais pas faire un striptease là maintenant. Alors là, du coup, il y a des tatouages qui sont très importants pour moi. On voit une petite obsession pour Léonard de Vinci qui est présent à ces deux endroits. Ça, c'est mon tableau préféré de Léonard de Vinci qui s'appelle la Scapigliata et que je voulais sur ma main vraiment depuis très longtemps. C'était très symbolique, c'était vraiment au niveau de la... alors je suis vraiment fan de Léonard de Vinci depuis que j'ai 6 ans. Voilà, c'est cohérent, là t'es aligné. Voilà. Et c'est vrai que ce pont entre la science, l'art, la technique, la compréhension du monde global, cette approche très spécifique en fait, qu'il avait et très transversale m'a toujours vraiment fascinée. Et du coup, le fait de le mettre lui sur ma main, c'est quelque chose de très symbolique, puisque vraiment c'est la main qui fait, qui agit. Et du coup, il y avait vraiment ce lien que je voulais faire avec cette symbolique qui pour moi était très. Donc tu es gauchère. Et je suis droitière. Ah, ben voilà, c'est logique. Mais effectivement, là pour le coup, c'était un concours de circonstances. Je pense que j'aurais pu le faire sur la main droite si j'avais commencé par tatouer ce bras-là. Mais je voulais pas évidemment faire ma main avant d'avoir tout le bras tatoué. Et celui-ci, c'est un projet qui est en cours. Donc, d'accord. Voilà. Ok. Voilà, là on a du coup une de ces machines volantes. Là au niveau de la symbolique, c'est un cœur que j'avais fait le 13 novembre quand il y avait eu les attentats. En fait, le lendemain, j'étais allée voir une amie qui est tatoueuse qui s'appelle Jackie Tatouage, qui maintenant fait beaucoup de floral. Et on était toutes les deux très choquées et touchées par ce qui se passait. Et en fait, on avait envie d'un petit message d'espoir. Et j'avais dit que ça te dirait de me faire un petit cœur arc-en-ciel. Et du coup, elle m'avait offert ce tatouage-là. Et qu'on avait fait du coup le 14 novembre. Vraiment un message de paix, d'espoir. Au-delà du salon, au-delà du tatouage, tu es quand même très marquée par des messages, par une posture, par une empreinte. Plutôt, comment tu pourrais qualifier ça?
femme. Très féministe. Ouais. Je pense que c'est le mot qu'on cherche. Oui, ici c'est un salon qui est féministe, qui est très engagé, parce que moi je suis très engagée et je suis très féministe. Et du coup forcément il était hors de question de créer un projet sans mettre vraiment qui je suis dedans. Et donc qui je suis effectivement c'est être engagé et c'est continuer à s'indigner des injustices, de tout ce qu'on voit dans l'actualité tous les jours, et c'est continuer à faire des petites actions à mon échelle. Pour le 8 mars, on fait toujours une action caritative. On l'avait fait l'an dernier pour la Maison des Femmes, et cette année on l'a fait pour la Maison d'Ella. C'est des structures qui s'occupent des femmes qui ont été victimes de violences. On a fait des actions avec SOS Homophobie, avec une journée flash et aussi 1 euro par tatouage reversé pendant quelques mois à cet asso. Il faut savoir qu'ici, du coup, 1 euro par tatouage réalisé par nos résidents ou résidentes et toujours reversé à une association. D'accord. Donc du coup ça change régulièrement, mais voilà, je fais des dons à des associations. Ça a pu être L214, SOS Homophobie, Sœurs d'encre, qui a été montée notamment par Nathalie Caïd et qui s'occupe de personnes qui ont survécu à des cancers du sein et du coup qui propose de les tatouer bénévolement. On a fait une journée il n'y a pas longtemps, le 26 octobre, où du coup des artistes tatoueuses de Bordeaux et d'ailleurs sont venus bénévolement tatouer ici du coup des personnes qui avaient eu des reconstructions suite à des cancers du sein. Il y a aussi un club de lecture qui a lieu 1 fois par mois, qui est un club de lecture féministe, qui est en fait on suit le club de lecture que Emma Watson a créé en ligne par Shared Shelf. Voilà, du coup on a demandé, j'ai demandé il y a quoi, 1 an et demi. 1 an et demi, je leur ai écrit pour leur demander si on pouvait le faire en fait dans la vraie vie, puisque c'est vrai que c'est un club qui est virtuel pour l'instant sur l'application Goodreads. Et j'ai eu un accord et j'ai eu un super beau message d'encouragement de Emma Watson elle-même derrière. Ouais, c'était chouette, c'était un bon dimanche. Qui nous encourageait justement à créer ce club et à en discuter. Et donc 1 fois par mois on se retrouve, on est en général entre 5, 6 et 10, 12 personnes pour discuter de livres. Et du coup c'est surtout un point d'ancrage par rapport à d'autres débats qu'on va avoir sur le féminisme, sur notre façon de le gérer, et c'est du coup des conversations qu'on a hors de notre cercle de proches. C'est pas du réseau professionnel, c'est vraiment on se retrouve, on parle de livres qu'on a lus et on parle de féminisme et c'est chouette. D'accord. Voilà. Donc c'est vrai que ce lieu permet en fait de contribuer aussi à aider des femmes, à faire passer des messages et à avoir un côté solidaire. Tu es femme d'entreprise, tu es créatrice, tu es une femme de projet, tu as d'autres projets, je crois même que tu contribues à des projets musicaux, c'est ça ? Oui, je travaille en parallèle sur le projet de Isae, qui est un ami à moi, qui est un super artiste qui fait de la pop française, qui a une manageuse, et en fait moi je fais partie de l'équipe de management. Donc je l'accompagne sur son projet, je lui ai créé son site web il y a un moment, je l'ai aidé beaucoup sur les réseaux sociaux, je suis toujours là avec lui quand il fait des scènes, tout ça. Donc parfois c'est vrai que je fais des allers-retours entre Paris et Bordeaux, parce que lui est de Paris, entre Paris et Bordeaux pour participer aussi à ce projet-là qui me tient à cœur. J'ai managé aussi des artistes dans la musique, j'ai aussi... Tu fais de la musique toi ? Moi j'en fais pas, en fait c'est comme le tatouage, je me suis dit que oui. j'avais pas quelque chose d'orchestre en fait. Exactement. Donc j'ai pas quelque chose d'assez exceptionnel à amener au côté créatif, je préfère être derrière en fait et aider les personnes qui ont quelque chose d'exceptionnel à le pousser et à ce que ce soit reconnu. Quels sont tes futurs projets là ? Tu peux en parler ? Est-ce qu'il y a j'imagine bien qu'il y a des choses qui sont sous le coude ? Oui, du coup là j'aide aussi mon mari qui est designer sur son projet. Je vais passer un petit peu plus de temps probablement sur ce projet là sur mon temps libre à l'accompagner là-dedans. Il t'en reste du temps libre ? Quand j'ai trop de temps libre je m'ennuie, donc du coup tu prends des projets. Je prends du temps pour me reposer, puis en fait quand je me repose les idées arrivent et voilà, et les idées arrivent aussi. Et voilà, c'est vrai que, notamment par exemple pour Isae, c'est vrai que c'est, par exemple son dossier de presse, je l'ai fait sur mes week-ends parce que je sais qu'est-ce que je vais faire. Tiens, ce dossier de presse, c'est un petit peu comme des gens vont faire du sport ou quoi, mais c'est vrai que moi je travaille autrement et ça me permet de me garder aussi alerte et active. Et c'est vrai que quand je fais pas ça, je sens que ça impacte, en fait bizarrement quand je fais rien à côté, je sens que ça impacte même mon travail ici. Je suis moins performante en fait quand j'ai moins de choses.
Voilà. Donc du coup, c'est vraiment une façon de fonctionner où j'ai besoin d'avoir beaucoup de choses en même temps. Puis peut-être en projet, des choses autour de Sibylle, plus sur le digital. Je suis en train de réfléchir sur une chaîne YouTube notamment. D'accord. Voilà. Sibylle, pourquoi explique-nous le choix de ce nom. Sibylle. Les Sibylles, c'était des prophétesses de l'Antiquité. Et c'était en fait les ancêtres des sorcières. C'était des femmes très libres et très indépendantes. Alors, à la différence des sorcières, elles n'étaient pas traquées, les Sibylles. Elles étaient vraiment très respectées et très écoutées. On dit souvent que c'était les ancêtres antiques de nos sorcières. Et c'est vrai que Sibylle au pluriel, parce que finalement, chaque personne qui rentre ici est un petit peu une Sibylle. Parce que le tatouage, ça reste un acte fort, ça reste un acte politique, ça reste un acte où on se réapproprie son corps, où on s'affirme, où on refuse les injonctions de la société, de nous dire, notamment en tant que femme, tu dois être toute lisse, tu dois être comme ci, comme ça. Dans le tatouage, on y va, on marque notre peau. Et du coup, c'est un peu pour moi un signe de rébellion, tu me disais aussi. C'est aussi une rébellion, le tatouage, effectivement, contre ce qu'on nous impose. C'est vrai que l'image, combien de fois on a entendu ah, mais quand même, les tatouages sur une femme, c'est quand même pas très joli. Ou alors il faut que ce soit comme ci, comme ça, il faut que ce soit très fin, il faut que ce soit très délicat, il faut que ce soit très doux. Bon voilà, non, on a le droit d'avoir des grosses têtes de mort, on a le droit aussi. Alors on peut avoir envie d'un tatouage très fin, très doux, très délicat, c'est pas un souci, mais par contre c'est vrai que il y a quand même ce côté-là où on dit bon bah maintenant c'est moi, et c'est moi que j'ai affirmé à travers tout ce tatouage, que ce soit quelque chose de très délicat, de très doux, ou que ce soit quelque chose de plus fort, de plus graphique. Voilà, on a le droit de le faire, et c'est vrai qu'il y a un côté vraiment très... on reprend le pouvoir en fait aussi sur notre corps et sur qui on est, nous, aux yeux de la société, mais aux yeux de nous-mêmes aussi. Si tu devais conseiller ou donner en tout cas un éclairage à des femmes, par exemple, qui veulent se lancer dans une aventure un peu comme la tienne ou différente, mais qui a des doutes, qui a des peurs, qu'est-ce que tu dirais pour les rassurer ? Moi je dirais fonce, évidemment. C'est vrai que moi quand j'ai eu mon idée à la base, beaucoup de personnes qui trouvaient quand même ça un petit peu farfelu. C'était pas forcément fait pour fonctionner en fait cette idée là. C'est vrai que sur le papier oui, mais après dans la réalité il y a plein d'obstacles qui s'ajoutent, voilà, on le sait, mais ça vaut le coup. Et je pense qu'il y a aussi vraiment quelque chose de très très important, c'est vraiment de suivre son intuition et d'apprendre à la suivre au quotidien déjà. Et ensuite, du coup, de pouvoir avoir une intuition assez forte pour savoir que c'est ça. Moi, je savais quoi. Quand j'ai eu cette idée-là, je me suis dit, mais c'est ça. J'ai eu l'impression en fait de l'avoir portée cette idée pendant des années et qu'enfin elle sortait. Et je me suis dit, non, c'est ça, il faut que je fasse, il faut que j'y aille. J'avais jamais travaillé dans le tatouage. Et franchement, si maintenant, en ayant conscience de tout. Du chemin. Oui, honnêtement, si j'avais su, est-ce que je l'aurais. Oui, je pense que je l'aurais refait quand même, mais. Waouh, je l'aurais pas refait avec autant de panache, quoi, ça c'est sûr. Et parfois, il faut pas savoir. Hein. Voilà, c'est ça. Et c'est ça que je veux dire, c'est que en fait, il faut y aller, et quand les obstacles. On peut lister tous les obstacles qu'il pourrait y avoir, et là, ça fait peur. Mais en fait, quand on y va, on les dépasse les uns après les autres. Il y en a d'autres qui arrivent, et on va tous les dépasser. Et vraiment, ça vaut le coup. Et ce qu'on ressent aussi voilà, il y a aussi une fierté d'avoir accompli ça, et de s'être dit, bah voilà, si, même si j'échoue, au moins je l'aurais fait. J'aurais essayé, et ça je pense que c'est un truc hyper fort de... Et à ton avis, qu'est-ce qui a fait que ça a marché par rapport à toi ? Qu'est-ce qui a fait la différence ? Je pense que moi j'ai vraiment créé le lieu dans lequel j'aurais eu envie d'aller si j'avais été une personne, une cliente. Et voilà, et comme je disais tout à l'heure, c'était pas la partie financière et business, c'est plutôt une partie qui est là pour faire vivre ce rêve, et c'était pas l'objectif. Et en fait je pense que ça c'est très important. Pourquoi tu crées ta boîte ? Est-ce que c'est parce que tu vois une opportunité financière et que du coup t'as envie d'aligner les chiffres, ou est-ce que c'est quelque chose que tu sens profondément et les chiffres ils doivent suivre, parce que sinon tu te plantes, ça c'est sûr. Et moi je pense que c'est ça qui fait la différence. Et je vois aussi autour de moi, je vois les gens pour qui ça fonctionne, c'est vraiment les gens qui le font avec leur tripes, et c'est l'alignement, c'est ce qu'on appelle nous chez Pépite, l'alignement. Oui, voilà, exactement. être en raccord avec ce que l'on est, nos passions, nos atouts, nos talents, nos envies, et puis l'authenticité aussi. Hein. Donc, exactement. Je pense que là tu le vis et tu le prouves. Est-ce que tu as une idée, alors je sais c'est la question un peu bateau, mais
tu sais où tu veux aller d'ici 10 ans? Alors tu sais que c'est une question un peu bateau, je pense que je serai comme sur un bateau, je vais, je vais naviguer et on tu verra. fixes le cap ou tu laisses les opportunités? Un petit peu des deux. Ouais. Un petit peu des deux. Dans tous les cas, je vais rester en ligne avec des choses qui me passionnent et ça va toujours être autour de la création. Là, j'adore ce projet et je suis hyper contente d'être dessus. Après, je sais que j'ai tendance quand même à être vraiment touche à tout. Et donc, voilà, là, il y a aussi la musique, il y a aussi le design, il y a ça, il y a aussi tout ce qui est autour de vraiment l'éthique, la bio, la décroissance. Je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est mouvement, collapsologie, tout ça. Donc je m'interroge aussi beaucoup là-dessus. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Je ne sais pas encore, mais ce qui est sûr, c'est que je vais continuer à être en mouvement parce que c'est ça qui me... Et nous, on va continuer à te suivre. Merci beaucoup, c'était vraiment un vrai plaisir, Charlie. Merci à toi. Et puis on te souhaite plein de choses. On va suivre ton évolution, toute ta créativité, tes idées. Je pense que ça va t'amener loin. Et en plus, je pense que ça va t'amener avec plein de gens. Parce que tu es une femme qui fédère, qui attire et qui booste. Donc les femmes comme on les aime chez Pépite. Donc on se voit très, très bientôt avec d'autres histoires inspirantes. À bientôt, Charlie. À bientôt. Et merci. Merci à vous.